Donc, troisième partie, la question de la langue. Alors, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a peu de temps, puisque, au fond, on a tous été baignés dans un système scolaire, et puis dans un système littéraire, médiatique, artistique, représentationnel, où on nous a chanté les louanges de la langue, notre langue nationale, notre belle langue, qui nous permet d'être les meilleurs, les plus beaux, les plus grands. Et ça, je pense que toutes les nations se le disent et se le répètent à l'envi. Ce qui est d'ailleurs un peu idiot si on regarde ça du point de vue de la collectivité des nations. Réalisation à partir de laquelle je comprends que nous sommes aliénés dans la langue et par la langue et par, on pourrait dire, la responsabilité que notre collectif, notre commun, nous fait supporter sous le poids de la langue qu'on doit honorer, qu'on doit aimer, qu'on doit présenter comme objet de puissance, objet d'intelligence, objet de compréhension, le logos. Et c'est notamment la République qui se targue de gérer, de par son autorité bienveillante, ce rapport d'affiliation et de soumission qui nous aliène à notre langue, ou à nos langues, quand on a la chance d'en posséder plusieurs. Ce qui peut comme ça laisser l'idée d'une liberté plus grande, et qui peut-être est le cas, mais ça n'en constitue pas moins une séquence et un total de rapports d'aliénation. Alors, cette question du rapport à la langue est particulièrement intéressante si on la considère du point de vue de la question de la représentation en politique. Parce que, au fond, nos députés, nos représentants, nous représentent, nous aliènent, nous font exister dans le commun, dans le collectif en tant que volonté, au travers d'une délégation qui en passe par la langue. C'est par la langue qu'ils assurent nous représenter. Ça serait effectivement ennuyeux qu'ils aillent nous représenter dans une autre langue que la nôtre, mais déjà, au fond, dans notre langue, ce rapport d'aliénation me semble totalement constitué, puisqu'ils parlent littéralement à notre place, dans un système qui n'aime que ça, et qui ne se satisfait que ce système de la représentation pyramidal, autoritaire, castrateur, appauvrissant, et on vit dans cette pauvreté symbolique. Parce qu'au fond, les gilets jaunes se plaignent de leur pauvreté matérielle, et ils ont, je pense, 1000 fois raison là au point où en arrivent les choses, notamment depuis la constitution de la monnaie européenne. Mais peut-être qu'ils oublient de porter l'importance sur ce que j'appellerais la dimension d'humiliation dans laquelle les systèmes de la pseudo-démocratie représentative maintiennent les acteurs en position d'humiliation, d'inexistence, en position d'être bâillonnés, de ne pouvoir rien dire, ce contre quoi le système général du mouvement des Gilets jaunes s'inscrit avec, me semble-t-il, une immense intelligence, et une intelligence qui n'appartient pas à un quelconque premier de la classe, à un fonctionnaire issu des grandes écoles, ou à qui que ce soit de l'ordre de ce système de sélection et de ségrégation qu'opère le système scolaire républicain, c'est-à-dire le système républicain antidémocrate, on va dire.
Alors, si je dis que l'école est antidémocratique, je vois bien sûr tout de suite la levée de bouclier que je vais avoir à essuyer. Je m'en fous, je le maintiens. Je pense que l'école est par essence, il n'y a qu'à voir l'histoire des Jules Ferry et consorts, est par essence un lieu de pseudo, de fausse démocratie, de bidouillage de la démocratie en tant que concept, en tant qu'idée, de transformation de ce qui, dans les populations, pourrait émerger de désirs d'organisation collective, de partage du fait politique, et dans l'économie aussi, bien entendu. J'arrête ici cette partie du clip.